Bilan sur l'expression du patrimoine génétique. Expression du patrimoine génétique, ça veut dire quoi? Alors globalement, on a un gène, donc on a une séquence d'ADN. Ce gène doit s'exprimer. Comment est-ce qu'il s'exprime? Eh bien, en 3 étapes. Première étape, il va y avoir une transcription. La transcription va faire en sorte qu'un pré-ARN messager va être formé. Ce pré-ARN messager va subir une maturation, c'est-à-dire un épissage, qui va le transformer, entre guillemets, en un seul acide aminé, un seul ARN messager ou plusieurs ARN messagers. Et chacun ou cet ARN messager va subir ce que l'on appelle la transcription et on obtiendra de ce fait-là une protéine. Donc à partir d'une séquence d'ADN, au niveau du gène, donc au niveau des allèles, on obtient une séquence de nucléotines. En fait, la séquence de gène du gène, c'est une séquence de nucléotines. Bon. Donc à l'issue de la transcription, on obtient à nouveau une séquence de nucléotines. Bon, l'uracile remplace la thymine. Il n'y a pas de thymine dans les ARN messagers. Et à l'issue de la traduction de cet ARN messager ou de ces ARN messagers, on obtient une séquence d'acides aminés que l'on appelle une protéine. Alors ces ARN messagers et ces protéines constituent le phénotype moléculaire. Donc on part du génotype, on arrive à 2 phénotypes dont l'un sera un intermédiaire entre le gène et la protéine. Donc la protéine, c'est le phénotype moléculaire. C'est une molécule, c'est un assemblage d'acides aminés et cette protéine aura un rôle essentiel selon le type cellulaire dans lequel elle se situe. Bon, donc nous parlerons dans d'autres cours d'enzymes. Les enzymes sont des protéines qui proviennent de l'expression de gènes, d'allèles de gènes. Bon, donc essayons de détailler cette expression du patrimoine génétique en commençant par comprendre qu'il existe une relation entre l'ADN et les protéines. Alors, de quel type de relation est-ce que l'on parle? Les protéines sont des macromolécules qui sont très importantes. Macromolécules, pourquoi? Parce que les protéines sont des assemblages de petites sous-unités. Ces sous-unités s'appellent des acides aminés. Il y a 20 types d'acides aminés différents et donc on parle de macromolécules lorsque l'on parle de protéines. Les fonctions essentielles des cellules et leur structure elle-même sont assurées par des macromolécules que l'on appelle les protéines dont nous venons de parler. Une protéine est constituée par un ou plusieurs polypeptides. Alors pourquoi est-ce qu'on dit polypeptide? Peptide, poly, donc plusieurs peptides. Les peptides sont des séquences d'acides aminés. Chaque polypeptide est une chaîne d'acides aminés qui sont de petites molécules qui sont liées entre elles de manière covalente, donc de manière forte, par des liaisons que l'on appelle des liaisons peptidiques. Pourquoi peptidique? Parce que peptidique, ça fait penser à peptide, ça fait penser à protéines, enchaînement d'acides aminés. Donc 2 acides aminés se relient entre eux par des liaisons peptidiques. Alors il existe, comme nous l'avons dit, une vingtaine d'acides aminés différents et chacun va posséder des propriétés chimiques particulières. Donc nous avions vu par exemple dans le cas de la drépanocytose qui est une maladie d'origine génétique, on a vu qu'il y avait un remplacement d'une adénine par une thymine. Donc c'était une mutation qui avait lieu au cours de l'évolution. Eh bien, donc cette thymine devient l'uracile au niveau de l'ARN messager. Et au niveau du codon qui contient cette nouveauté, donc cette thymine, eh bien, on n'aura pas
l'acide glutamique, donc GLU, GLU, mais on aura à la place une valine, donc il y a des propriétés hydrophobes, donc qui vont fuir l'eau, et donc cette valine aura tendance à chercher des endroits où il n'y a pas d'eau, et cette façon de faire fera en sorte qu'on va obtenir des enchaînements de molécules d'hémoglobine S, en fait, qui vont former des espèces de fibrilles, plus ou moins cassants, entre guillemets, et qui vont imposer à la cellule, qui sera dans ce cas-là un globule rouge, et bien qui va imposer la forme d'une faucille. Bon. Donc, les acides aminés ont des propriétés particulières. Alors, il y a des acides aminés qui sont acides, d'autres qui sont basiques, d'autres qui sont hydrophobes, d'autres qui seront hydrophiles, etc. Donc, dans une protéine, les acides aminés vont réagir avec leurs voisins selon leurs affinités chimiques, si bien que la chaîne polypeptidique ne conserve jamais une forme linéaire, donc une structure primaire. Elle se replie dans l'espace et va adopter donc une forme caractéristique qui lui confère des propriétés bien spécifiques. Alors en effet, lorsque de codon en codon, alors au cours de la traduction, donc un codon, c'est-à-dire 3 nucléotides qui se suivent, en fait, vont être traduits en un acide aminé. Eh bien, l'acide aminé va se fixer, puis après va se fixer à un autre acide aminé, c'est-à-dire la deuxième correspondance correspondant au deuxième codon. Donc ces deux acides aminés vont se fixer par des liaisons peptidiques, et imaginons que l'acide aminé numéro 1 ait une propriété hydrophobe et l'autre une propriété hydrophile, eh bien on va avoir des interactions avec l'environnement. Et si on a par exemple un acide aminé plutôt acide qui est à côté d'un acide aminé plutôt basique, bon, pareil, il y aura des interactions qui vont faire qu'il y aura peut-être une tendance à la neutralité, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que on est censé obtenir une séquence linéaire d'acides aminés dans la protéine à mesure que la traduction se fait, mais dû au fait que ces acides aminés ont des propriétés différentes, on va avoir une espèce de structure en 3 dimensions qui va pouvoir se construire petit à petit. Alors les gènes vont contrôler, donc de ce fait-là, les gènes contrôlent la synthèse des protéines, évidemment, puisque l'expression des gènes donne une protéine. Alors différentes expériences historiques ont montré que des mutations qui touchent un gène affectant le fonctionnement des protéines met en évidence le fait que ce gène va bien contrôler la synthèse d'une protéine. Alors, ces expériences ont abouti à un concept de gène, un gène, une protéine. Alors maintenant, on sait bien que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'un gène va correspondre, suite à la maturation de l'ARN précurseur, eh bien, plusieurs ARN messagers qui eux-mêmes chacun vont donner une protéine. Bon, différente. Donc 2 protéines différentes. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas à un gène, une protéine, mais on serait plutôt à un gène, une éventualité d'obtenir plusieurs protéines. Alors cette idée, donc un gène, une protéine, a été affinée, évidemment, avec le temps. Par exemple, dans le cas des malades, donc de maladies génétiques qui vont toucher l'hémoglobine, on a constaté qu'une mutation de l'ADN modifiait un acide aminé dans la protéine. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la valine à la place de l'acide glutamique, ou glutamate. Eh bien, cette valine, qui a des propriétés hydrophobes, va modifier la structure de la protéine qui, à la base, ne devait pas contenir cet acide aminé hydrophobe. Donc là, on a pu comparer également la position des mutations sur un gène donné et la position d'acide aminé sur la séquence de la protéine correspondante. Bon. Les scientifiques ont constaté que l'enchaînement des acides aminés d'une protéine va suivre le même ordre que la succession des informations de l'ADN. Et là, on comprend bien que un triplet de l'ADN, donc 3 nucléotides, va correspondre un codon au niveau de l'ARN messager et va correspondre donc grâce au code génétique, un acide aminé correspondant à un codon précis. Donc les scientifiques ont constaté que l'enchaînement des acides aminés d'une protéine a suivi le même ordre de succession des informations sur l'ADN. Donc on a une séquence d'ADN, une séquence de nucléotides, et on a une séquence de protéines, et il y a une séquence d'acides aminés plutôt, et on a bien une correspondance entre les deux, une suite logique en fait,
lorsque l'on a compris les mécanismes de transcription et de traduction. Donc il y a une espèce de collinéarité gène-protéine. On comprend ainsi que donc, la signification de l'information codée par l'ADN, c'est-à-dire que la succession des nucléotides d'un gène indique l'enchaînement des acides aminés qui vont constituer la protéine. Autrement dit, lorsque l'on a une protéine, une séquence protéique, enfin une séquence d'acides aminés dans la protéine, eh bien on peut déduire de cette séquence, on peut déduire le codon correspondant à l'acide aminé précis, donc 2 codons pour 2 acides aminés, 3 codons pour 3 acides aminés, etc. Donc un codon c'est 3 nucléotides, et 3 nucléotides vont coder pour un acide aminé. Et on peut même remonter à partir de l'ARN messager qui contient les codons, on peut même remonter à la structure du gène, donc de l'ADN, de la séquence de l'ADN. Alors, essayons de voir maintenant que la transcription est la première étape de l'expression d'un gène. Alors là, donc il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire sera cet ARN messager, donc au tout départ ce précurseur qui, suite à l'épissage, donc la maturation, va donner un ou plusieurs ARN messagers qui, eux, seront directement traduits. Chez les eucaryotes, l'ADN est toujours localisé dans le noyau cellulaire. C'est une espèce de protection en fait de l'information génétique. Donc ce noyau, il est séparé du cytoplasme par une enveloppe nucléaire. Donc on a autrement dit le nucléoplasme, on a la membrane nucléaire autour. Dans le noyau, donc, il y a l'information génétique qui ne doit pas sortir, donc du moins au sein des chromosomes, donc les ADN ne doivent pas sortir de ce noyau. Et c'est pour ça que c'est indispensable qu'il y ait un intermédiaire. Donc je disais, chez les eucaryotes, l'ADN est toujours localisé dans le noyau cellulaire qui est séparé du cytoplasme par l'enveloppe nucléaire. À aucun moment cet ADN ne quitte le noyau et c'est pourtant, alors sauf lorsqu'il y a des divisions où le noyau disparaît mais se reforme après, donc au cours de la réplication par exemple, et pas au cours de la réplication mais au cours de la mitose ou de la méiose, à un moment donné le noyau va disparaître. Donc la membrane nucléaire va disparaître puis se reformer après. Donc c'est un petit peu un cas exceptionnel. Mais autrement, lorsque la cellule réalise sa vie, entre guillemets, donc l'information génétique ne sort pas du noyau. Alors, donc à aucun moment cet ADN doit quitter le noyau, et c'est pourtant dans le cytoplasme que s'effectue la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, c'est quoi? C'est ce qui provient, donc c'est l'issue de la traduction. La traduction, c'est le fait qu'un ARN messager va être traduit grâce à son système de correspondance codon-acide aminé, donc va être traduit en une séquence d'acides aminés. Bon, donc qui va constituer bien sûr une protéine. Donc cette synthèse ne peut être dirigée par l'information génétique que si des copies du gène à exprimer sont exportées du noyau vers le cytoplasme. En effet, suite à la transcription, eh bien, on obtient des ARN messagers qui vont, eux, pouvoir sortir, ils peuvent sortir du noyau, donc par des pores nucléaires, et se retrouver dans le cytoplasme. Et là, ces ARN messagers donc, vont pouvoir subir ce que l'on appelle la traduction. Donc, ces ARN messagers peuvent sortir, ce sont des copies, on garde l'original au sein du noyau, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de perte de l'information génétique originale. Alors, donc cette synthèse ne peut être dirigée par l'information génétique que si des copies du gène à exprimer sont exportées du noyau vers le cytoplasme. Comme je vous disais, donc ces copies sont fabriquées dans le noyau sous forme d'ARN précurseurs. Donc ce sont des ARN messagers précurseurs. Donc c'est une molécule qui est très proche de l'ADN. Et cette étape, bien sûr, s'appelle la transcription. Et suite à la transcription, on obtient une molécule qui ne contient qu'une seule chaîne. L'ADN a 2 brins, double brin, donc 2 chaînes, alors que l'ARN messager n'est constitué que par une seule chaîne, enfin une séquence de nucléotides, mais formant une seule chaîne. Il n'y a pas 2 chaînes complémentaires qui sont reliées au niveau de l'ARN messager. Donc l'ARN, on dit aussi acide ribonucléique. Alors, si on compare avec l'acide désoxyribonucléique, désoxyribo, c'était le sucre
qui avait subi donc donc on avait un désoxyribote, donc on enlève un OH, alors que pour l'acide ribonucléique, on ne l'a pas enlevé. Donc c'est une molécule qui est très proche de l'ADN, avec quelques différences, notamment donc l'ADN est monocaténaire, une seule chaîne. L'uracile remplace la thymine, que l'on trouve dans l'ADN, mais que l'on ne trouve pas dans l'ARN messager. Donc l'ARN ou acide ribonucléique est, comme l'ADN, une molécule qui est formée par une succession de nucléotides de 4 types différents, donc que l'on appelle adénine, uracile, cytosine, guanine. Donc les nucléotides de l'ARN diffèrent de ceux de l'ADN par le glucide qu'ils possèdent. Donc on passe du ribose, on a le ribose dans l'ARN et on n'a pas le désoxyribose évidemment, désoxyribose que l'on trouve dans l'ADN. De plus, le nucléotide T, comme je vous disais, donc il est remplacé par l'uracile, donc le nucléotide U. Alors nucléotide U, attention, on ne dit pas nucléotide U, la base azotée U, puisque un nucléotide c'est formé par une base azotée, un sucre et l'acide phosphorique. Et l'ARN est constitué donc d'une seule chaîne, comme nous avons dit. Alors, essayons de comprendre la transcription de l'ADN en ARN. Alors la transcription, elle nécessite l'action d'une enzyme que l'on appelle l'ARN polymérase. C'est une enzyme en fait qui va polymériser, qui va fabriquer entre guillemets l'ARN prémessager. Donc au fur et à mesure de sa progression le long de l'ADN, puisque évidemment la polymérase doit se fixer sur le double brin ADN, évidemment, cette ARN polymérase va incorporer des nucléotides qui sont libres dans le nucléoplasme, qui sont présents donc dans le noyau, par complémentarité, donc simple complémentarité. Donc si sur l'ADN on a une thymine, et bien sur la molécule d'ARN messager, on aura donc thymine, donc c'est adénine. On aura une adénine. Si on a une cytosine, on aura une guanine sur l'ARN messager, etc. Donc complémentarité des nucléotides, hein, vous avez compris, nous l'avons vu dans d'autres cours. Bon, c'est quelque chose que vous devez avoir acquis. Donc la guanine se place en face de la cytosine en face de la guanine, l'adénine se place en face de la thymine, mais on n'aura pas de thymine, on aura l'uracile à la place, donc qui sera en face du A. Donc le brin d'ADN est ainsi produit, il est complémentaire du brin d'ADN qui a servi de matrice et que l'on appelle le brin transcrit. Le brin transcrit de l'ADN, c'est un des deux brins qui va subir entre guillemets ce que l'on appelle la transcription et donner l'ARN messager, donc, du moins le pré-ARN messager, donc le précurseur en fait. Donc par conséquent donc, le message de l'ARN est identique à celui du brin non transcrit d'ADN, et à la différence du nucléotide U qui sur l'ARN occupe la place du nucléotide T de l'ADN. Donc plusieurs ARN polymérases vont se succéder le long d'un même segment d'ADN qui va entamer la fabrication à la chaîne d'ARN qui seront tous identiques entre eux et qui vont constituer autant de copies des informations génétiques donc, qui sont contenues dans le gène évidemment. Autrement dit, donc, on a des ARN messagers qui sont fabriqués en quantité plus ou moins importante. Pourquoi? Parce que, et ceci peut aller très rapidement, parce que les ARN polymérases, il y en a beaucoup, donc elles vont se succéder au cours du mécanisme de la transcription. Voilà, autrement dit, on a obtenu notre précurseur ARN messager qui maintenant va subir ce que l'on appelle la maturation. Alors, maturation du précurseur. Alors, on sait bien qu'on va parler d'épissage qui va permettre d'obtenir par élimination d'introns et réunion de certains exons, obtenir plusieurs ARN messagers qui, eux, vont être traduits directement en protéines. Chez les eucaryotes pluricellulaires, la longueur totale d'un gène est 5 fois plus importante que celle des ARN exportés dans le cytoplasme. Et dans le noyau, il y a donc une maturation de l'ARN. Donc par transcription, il se forme d'abord cette molécule d'ARN prémessager, qui est aussi longue que le gène, hein, nous l'avons vu dans un autre cours. Et donc c'est constitué, ce précurseur, ce pré-ARN messager, il est constitué d'une alternance de séquences qui ne serviront pas à la synthèse des protéines
et que l'on appelle des introns, alternance de séquences avec ce que l'on appelle des séquences qui vont coder pour une protéine et que l'on appelle des exons. Autrement dit, on a donc on a exon, intron, etc. Et donc l'objectif de la maturation sera d'éliminer les exons et de réunir les introns. Alors, s'il y a 3 introns, on peut réunir les 3 introns, mais quelquefois, selon le type cellulaire, il pourrait y avoir, par exemple, que 2 introns. Bon, s'il y a dans un précurseur 5 introns, on peut très bien avoir les 5 introns réunis, ou bien n'avoir que quelques-uns de ces introns qui seront réunis. Donc cela dépend de la spécialisation cellulaire. Alors, dans un deuxième temps, une fois que les introns sont supprimés, une fois que les introns sont supprimés et les exons raccordés entre eux, eh bien ce processus qui aboutit à la formation de l'ARN messager qui va vraiment subir la traduction, eh bien ce mécanisme est appelé l'épissage. Donc autrement dit, la maturation, c'est l'épissage d'un ARN précurseur. Alors donc ça c'est très intéressant parce que puisqu'il y a dans le corps, on a tous la même information génétique de base, puisque la cellule œuf contient un programme génétique qui va se reproduire à l'identique dans chacune des cellules. Mais à un moment donné, il va y avoir une spécialisation de certaines cellules, spécialisations qui vont faire que on va avoir, grâce à la maturation, un processus de diversification des protéines qui sera possible à partir du précurseur issu lui-même d'un gène particulier. Donc un même pré-ARN messager peut subir des maturations différentes et donner des ARN messagers qui seront différents selon le type cellulaire ou selon le moment où le gène va s'exprimer. Bon, donc certains exons vont être ou non retenus au cours de l'épissage, donc on va obtenir un ARN messager qui sera définitif, et ce phénomène appelé épissage alternatif concerne 60% des gènes dans l'espèce humaine. Alors pourquoi est-ce qu'on dit alternatif? Parce que dans une cellule, par exemple, on pourra réunir, donc on élimine des introns au cours de l'épissage, mais si par exemple il y a 5 exons, imaginons on avait pris le cas dans un exemple particulier, concernant des cellules de la thyroïde et des cellules donc, concernant les neurones au niveau de certains centres nerveux, eh bien on avait vu que il y avait plusieurs exons à partir d'un gène CGRP. Donc à partir donc on avait plusieurs exons et les exons se réunissaient d'un côté à un nombre de 3, 4 ou 5 ou se réunissaient d'une autre façon dans une autre cellule. Autrement dit, on pouvait avoir la formation de séquences au niveau desquelles un certain nombre d'exons se formaient et d'autres exons se formaient selon le type cellulaire. Bon, bref. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un processus de diversification protéique qui est très intéressant et qui permet de comprendre la spécialisation de certaines cellules. Bon. Donc, ce phénomène que l'on appelle épissage alternatif, il concerne évidemment, comme nous l'avons dit, 60% de nos gènes. Donc, il permet à un gène de coder selon les cas pour plusieurs protéines différentes qui vont avoir des fonctions différentes évidemment. Et puis cette découverte a amené les scientifiques à remettre en cause le concept historique de, lorsque l'on dit un gène, une protéine, eh bien c'est faux, parce qu'on a plutôt un gène, et on pourrait même parler d'allèles. À partir de certains allèles, on obtient différentes protéines. Alors sachant que les allèles sont des versions d'un même gène, on peut obtenir évidemment un nombre important de protéines différentes. Alors ensuite, une fois que l'on obtient nos ARN messagers définitifs, évidemment, il va y avoir ce que l'on appelle la traduction. Donc traduction de l'ARN messager en protéines. C'est-à-dire on fait correspondre un système de codons, à un système de codons, on fait correspondre un acide aminé. Donc plusieurs codons, X codons, vont faire que on va obtenir X acides aminés. Donc traduction de l'ARN messager en protéines, d'abord le code génétique, c'est un système de correspondance, donc très important à comprendre. Donc c'est un système de correspondance qui va établir la correspondance entre un triplet de nucléotides dans l'ADN, mais on parle de codons de nucléotides au niveau de l'ARN messager,
Donc, on va avoir un système de correspondance entre un codon et un acide aminé. Donc, il existe 4 nucléotides, donc A, U, C, G au niveau de l'ARN, A, T, C, G au niveau de l'ADN. Alors, si on raisonne au niveau des codons, on aura A, U, C, G, donc ils vont se combiner par groupe de 3. Et il existe 4 nucléotides, on peut dénombrer 64 triplés, alors 64 codons de nucléotides différents, donc on a 4 puissance 3. Or, ces codons permettent de désigner 20 acides aminés. De ce fait, la plupart des acides aminés sont codés par plus d'un triplet. On dit que le code génétique est redondant. En revanche, chaque triplet ne code que pour un seul acide aminé, c'est toujours le même, et on dit que le code génétique est univoque. On ne peut pas se tromper. Donc 3 triplets, par contre, ne codent pour aucun acide aminé. On parle de codon stop. Donc le code génétique, il est commun à l'ensemble des êtres vivants. On parle d'universalité du code génétique. Alors, maintenant, essayons de parler de la traduction. Donc cette traduction a lieu au niveau des ribosomes. Donc les ribosomes, ce sont des organites, en fait. Donc l'assemblage des acides aminés en protéines est dicté par l'information génétique et constitue ce que l'on appelle la traduction. Alors la traduction, elle se déroule dans le cytoplasme. Alors, en effet, une fois que les ARN messagers qui ont subi, enfin, alors je reprends. On part du gène, donc un allèle. On a la transcription qui donne un précurseur. Le précurseur subit l'épissage. On obtient donc des différents types d'acides aminés, pas d'acides aminés, mais d'ARN messagers qui vont sortir du nucléoplasme pour aller dans le cytoplasme. Donc ils traversent la membrane nucléaire par des pores nucléaires. Et donc on se retrouve avec des ARN messagers qui sont là et qui vont subir ce que l'on appelle la traduction. Donc cette traduction a bien lieu dans le cytoplasme au niveau de structures un petit peu spéciales, donc des organites que l'on appelle des ribosomes. Alors les ribosomes sont formés de 2 sous-unités et donc ces sous-unités sont capables de reconnaître l'ARN messager, sont capables de se fixer sur une molécule d'ARN, évidemment. Enfin, ces ribosomes sont capables de se fixer sur une molécule d'ARN messager. Donc il y a 2 sous-unités, et ces 2 sous-unités vont prendre en quelque sorte en sandwich la molécule d'ARN. Donc ces 2 sous-unités, donc il y en a une grosse et une petite, sont associées à la... Enfin, je reprends, je parle un petit peu trop vite. Donc les ribosomes sont formés d'une petite sous-unité capable de reconnaître et de se fixer sur une molécule d'ARN messager, et d'une grosse sous-unité associée à la petite sous-unité et qui va réaliser l'assemblage des acides aminés selon le mécanisme de la traduction. Alors, à noter que la traduction commence toujours par un codon particulier de l'ARN messager. Donc c'est le codon initiateur, donc c'est l'initiation de la traduction qui commence toujours par le codon AUG. Donc il va coder pour une méthionine, et cette méthionine, à l'issue de la traduction, sera éliminée. Alors, donc ensuite le ribosome va se déplacer de triplet en triplet en formant des liaisons peptidiques entre les acides aminés correspondant à chaque codon et l'acide aminé correspondant et l'acide aminé précédent, donc dans la chaîne protéique. Donc c'est ce que l'on appelle l'élongation. Donc je répète, la traduction commence toujours par un codon initiateur, le codon AUG, puis le ribosome va se déplacer de codon à codon en formant des liaisons peptidiques entre les acides aminés qui vont correspondre donc à chaque codon. Donc on va avoir ce que l'on appelle une élongation de la séquence des acides aminés au sein même de la protéine à mesure que le ribosome se déplace. Donc cette phase d'élongation va se poursuivre, bien évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait un codon stop, où là, à ce moment-là, les ribosomes, donc les 2 sous-unités des ribosomes vont se détacher et libérer, en quelque sorte, la protéine qui est passée d'une forme linéaire à une forme en 3 dimensions. Donc on va avoir, par exemple, une structure tertiaire. Voilà, donc la protéine est libérée, elle est formée, voilà, elle a été fabriquée par traduction d'un ARN messager. Alors plusieurs ribosomes vont pouvoir effectuer la synthèse de protéines à partir d'un même ARN messager.
Donc c'est très pratique, hein, c'est une économie de molécules, entre guillemets. Donc ces ribosomes vont se succéder sur un brin d'ADN et former un ensemble caractéristique que l'on appelle un polysome. Donc chaque molécule d'ARN messager gouverne ainsi la synthèse simultanée de 10 à 20 molécules protéiques identiques. Vous voyez qu'on peut obtenir des exemplaires de manière très importante. Alors ensuite, essayons de parler de régulation de l'expression des gènes. On a vu que donc il pouvait y avoir, donc, je vous invite à vous référer à d'autres séances, on a vu qu'il pouvait y avoir donc des régulations de l'expression des gènes au niveau de facteurs qui pouvaient être des facteurs internes ou des facteurs externes. Et à propos, on avait parlé d'ailleurs de puces à ADN, dont le principe est très intéressant. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'expression des gènes qui va dépendre de facteurs externes, facteurs de l'environnement, où là je vous parle un petit peu de la puce à ADN. Bon, d'ailleurs je vous parle de puce à ADN dans d'autres vidéos. Bon. Alors, essayons de voir donc la régulation de l'expression des gènes. Une cellule n'exprime qu'une partie des gènes qu'elle possède. En exprimant des gènes différents, les cellules se spécialisent. Voilà, il y a une spécialisation. Donc ça veut dire que certains gènes vont être réprimés, d'autres au contraire vont être activés et vont pouvoir agir au sein même d'une cellule qui sera une cellule spécialisée. L'activité des gènes d'une cellule est donc régulée sous l'influence de facteurs internes, notamment au cours du développement, au cours de la vie intra-utérine, donc embryogenèse et au cours de la vie fœtale. Donc il va y avoir donc une régulation qui va conduire à une spécialisation plus ou moins importante de certaines cellules au sein même d'un tissu et donc d'organes. Donc on peut avoir également une influence de facteurs externes qui vont répondre aux conditions environnementales. Alors, les molécules qui sont appelées, donc il existe des molécules en fait qui s'appellent des facteurs de transcription qui vont pouvoir se fixer sur une séquence d'ADN régulatrice non codante et ainsi activer ou réprimer l'expression de gènes, et on parle là évidemment dans ces facteurs de transcription donc de facteurs internes. Donc facteurs internes, hein, je répète, qui peuvent avoir lieu de manière l'action de ces facteurs de transcription a lieu au cours du développement d'un être vivant à partir d'une cellule œuf, donc qui forme de nombreuses cellules, et les cellules vont se spécialiser, et donc intervention de ces facteurs internes. Alors voilà, donc on a des facteurs de régulation, autrement dit, qui vont pouvoir agir. Alors, si vous voulez une définition de facteurs de transcription, ce sont des molécules qui vont réguler, c'est-à-dire activer ou inhiber la transcription après sa liaison avec l'ADN. Hein, nous en avons parlé lorsque l'on a parlé de facteurs donc de régulation de la transcription grâce à des facteurs internes. Si on parlait de séquences régulatrices, il s'agissait d'une partie de molécules d'ADN qui ne codait pas pour une protéine, mais qui influait le niveau de transcription des gènes présents. Donc voilà pour deux définitions, hein, c'était juste un petit rappel. Alors après, on a passé donc du génotype au phénotype. Alors c'est quoi le phénotype? C'est le résultat de l'expression d'un gène, d'un allèle. Alors en passant par l'ARN messager, le précurseur fait partie aussi du phénotype moléculaire. Et puis la protéine, bien entendu, fait partie également du phénotype moléculaire. Alors le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un être vivant. Il peut être défini à chacun des niveaux d'organisation du vivant, donc de la molécule à l'organisme, et en passant évidemment au départ, on part en fait d'un phénotype moléculaire qui correspond à la protéine et qui résulte donc de l'expression d'un gène, et à partir de ce phénotype moléculaire, on obtient au sein d'une cellule un phénotype cellulaire, donc au niveau cellulaire, puis les cellules elles-mêmes vont former un tissu, des organes, un organisme, et là on parle au-delà du phénotype cellulaire, on parle de phénotype macroscopique. Voilà, donc il y a ce que l'on voit de manière globale, le macroscopique, ensuite on descend au niveau cellulaire, puis on descend au niveau moléculaire, et on comprend que ce niveau moléculaire correspondant à une protéine bien spécifique correspond à l'expression d'un gène bien spécifique. Voilà, donc ce phénotype
donc qui est à 3 niveaux, hein, macroscopique, cellulaire, moléculaire. Si on part du gène, on obtient le phénotype moléculaire, puis cellulaire, puis macroscopique. Donc ce phénotype, en fait, il résulte en partie de l'expression du génotype, donc de son patrimoine génétique, et qui sera transmis de génération en génération. L'ensemble des ARN d'une protéine, l'ensemble des ARN plutôt messagers, alors, entre autres, il n'y a pas que les messagers, mais là on parle des messagers. Lorsque l'on parle de la traduction, lorsque l'on parle de l'expression de l'information, on a plutôt tendance à parler des ARN messagers. Bon, il existe d'autres types d'ARN. Alors, donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'ensemble des ARN et des protéines qui résultent de la transcription et de la traduction constituent ce que l'on appelle le phénotype moléculaire. Bon. C'est l'activité de ces molécules produites à partir de l'ADN qui va, en interaction avec de multiples facteurs, déterminer le phénotype cellulaire. Donc on passe là au niveau supérieur du phénotype. Et en définitive, on va passer à l'ensemble du phénotype macroscopique qui sera observable à l'échelle de l'organisme. Alors, donc voilà, on parle du génotype, on a des allèles. On peut avoir donc une protéine normale qui est issue de l'expression d'un allèle numéro 1, admettons. Mais si cet allèle numéro 1 subit des mutations ou une mutation allélique, on peut obtenir un allèle numéro 2 qui résultera, dont l'expression donnera par exemple une protéine numéro 2. Alors, donc on a deux protéine numéro 1, protéine numéro 2. Protéine numéro 1 résulte de l'expression d'un allèle normal. Protéine numéro 2 résulte de l'expression d'un allèle anormal. Donc nous avons pris le cas par exemple de la drépanocytose dans un autre cours. Eh bien, grâce à l'issue de l'action de facteurs de l'environnement et de facteurs internes, eh bien, on va obtenir, donc, à partir de ces phénotypes moléculaires, des phénotypes cellulaires qui seront plus ou moins normaux. Par exemple, dans la protéine numéro 1, on peut obtenir une hémoglobine, alors je parle du cas de la drépanocytose, on peut obtenir une protéine numéro 1, par exemple HbA, qui sera tout à fait normale et qui va faire en sorte que les molécules d'oxygène vont pouvoir se fixer de manière tout à fait naturelle au sein d'une hématie dont la forme est biconcave, donc c'est un disque plat biconcave, et donc la fonction normale des globules rouges va faire que l'organisme va être normal. Par contre, dans la protéine numéro 2, l'exemple que nous avons pris, si on prend l'exemple d'une mutation au niveau de la drépanocytose, on obtient une protéine, par exemple HbS, qui sera anormale, dans ce sens où la valine, qui remplace le glutamate, va plutôt chercher des endroits où il n'y a pas d'eau, puisque cet acide aminé valine est hydrophobe, en fait, et on obtiendra donc un phénotype cellulaire tel que on aura des hématies en forme de faucilles qui résultent du fait que ces hémoglobines vont se polymériser entre elles, vont former des chaînes, donc des espèces de brindilles, entre guillemets, ce ne sont pas des brindilles, hein, mais des espèces de fils, entre guillemets, qui vont donner une forme en forme de faucille aux globules rouges. Et donc on aura bien sûr le phénotype drépanocytaire qui s'exprimera à l'échelle de l'organisme sous forme de une anémie, c'est-à-dire pas assez de globules rouges. Pourquoi ? Parce que ces globules rouges qui vont se fixer vont essayer de passer dans les capillaires sanguins et vont s'agglutiner et ne pourront pas passer, ce qui va induire entre autres des douleurs musculaires au niveau des genoux, des articulations, etc. Alors l'anormalité de ces faucilles, donc de la forme, va faire en sorte que le système immunitaire va se débarrasser de ces intrus, entre guillemets, et donc on n'aura pas assez de globules rouges dans le corps, et comme les globules rouges ont pour fonction de transporter le dioxygène qui lui-même a pour fonction d'oxyder, entre autres, le glucose pour produire de l'énergie, et bien étant donné qu'il n'y a pas assez de globules rouges, la personne sera anémiée et n'aura pas assez de force, en fait. Ce sera une personne qui sera dépourvue de force, donc anémiée, et donc évidemment qui aura mal aux genoux, etc. Mais il n'y a pas que cela, hein. On peut avoir également des suite au fait que les petits capillaires peuvent se boucher,
eh bien, on peut avoir des petits caillots qui vont se former, puis se détacher éventuellement pour aller provoquer ailleurs, par exemple un AVC ou des problèmes cardiaques ou des problèmes ailleurs. Donc vous voyez que du génotype au phénotype, hein, on obtient à partir d'allèles plus ou moins normaux, on obtient des phénotypes plus ou moins normaux. Le phénotype normal, c'est quand il n'y a pas de problème. Le phénotype anormal drépanocytaire, par exemple, c'est quand il y a des soucis qui proviennent d'un gène qui a subi une mutation, qui a donné un allèle donc, qui a été muté, et dont l'expression donne donc, ce que l'on vient de décrire, c'est-à-dire des niveaux de phénotype anormaux, 3 niveaux de phénotype anormaux, et donc, par exemple, la personne malade drépanocytaire. Bon, voilà, hein, donc c'était peut-être un petit peu long. On a parlé de l'expression du patrimoine génétique, on a fait le bilan de cette expression, du génotype aux différents types de phénotypes, donc au pluriel. Le cours est terminé. Merci.